Sous la pleine lune, une lame courbe fend l'air nocturne, laissant une traînée de sang sur les toits. L'arme appartient à un guerrier solitaire qui trace un chemin de destruction avec une aura rose brillante. Son attaque féroce abat un autre adversaire qui tombe devant la puissante entaille. Le guerrier se tient debout avec du sang sur le visage, son expression mêlant épuisement et détermination sombre. Il est entouré de corps tombés tandis qu'une voix le nargue pour avoir utilisé des techniques autres que celles de sa famille. L'orateur est Dadong, chef du culte des démons de sang qui note que la technique familiale a été transmise à un morveux. L'ancien chef, Sun Woo-jin, baisse les yeux et qualifie le guerrier de vicieux pour avoir massacré sa propre famille. Duc Dang fait alors un geste vers une jeune fille au loin, lui demandant ce qu'il compte faire de l'enfant. Un air de désespoir traverse le visage du guerrier, ce qui semble plaire au chef du culte. Elle ordonne cruellement à Sun Woo-jin, le dernier chef de sa famille, de tuer également la jeune fille. La jeune fille Sun Woo-yonghwa tient sa propre épée, son visage rempli d'un mélange de peur et de défi. À ce moment, les silhouettes fantomatiques de ses camarades tombés apparaissent derrière Sun Woo-jin. Il baisse la tête avec tristesse, s'excusant auprès de son capitaine de sentir qu'il ne pourrait jamais être comme lui. Une main spectrale le réconforte tandis que l'esprit de son capitaine lui demande doucement s'il se défile à nouveau. L'esprit lui dit qu'il a déjà fait de son mieux et que les résultats ne sont pas de sa responsabilité. Il se souvient des paroles de son capitaine sur le fait de ne jamais abandonner et décide de faire ce qu'il peut jusqu'à la toute fin. Il se rend compte que s'il est capturé, il deviendra la marionnette de Duc Dang et une menace pour son capitaine. Avec une détermination renouvelée, il décide qu'il préfère mourir de sa propre volonté plutôt que d'être pris. Le chef du culte regarde avec choc et indignation, exigeant de savoir ce qu'il a l'intention de faire. Il déclare qu'elle ne pourra pas utiliser son corps et jure de la tuer même s'il devient un fantôme. Sans hésitation, il plonge la lame dans sa propre poitrine alors que le chef du culte hurle de fureur. Sa vision se brouille et le monde autour de lui s'estompe dans un souvenir lointain et brumeux. Alors qu'il tombe, il regrette de fuir ses problèmes au lieu de vivre plus sincèrement. Son esprit dérive dans un vide violet et il entend une voix en colère l'appeler par son nom. Soudain, un vieil homme avec une expression furieuse exige de savoir si Jin a quelque chose à dire. Il se retrouve agenouillé sur le sol beaucoup plus jeune et avec les mains liées, l'air complètement confus. Le jeune homme se trouve dans une grande pièce où il est jugé par le vieil homme tandis que d'autres regardent de côté. Il reconnaît l'homme comme son père, Sun Woo-jung, qu'il n'a pas vu depuis 10 ans. Le jeune homme lève les yeux avec une expression hébétée, s'adressant doucement à l'homme comme à son père. Il ferme les yeux un instant, essayant de comprendre cette situation déconcertante. En regardant ses mains liées, le sentiment de désorientation ne fait que s'accentuer. Son père l'accuse d'avoir avoué le meurtre de son beau-frère en gardant le silence. Le jeune homme est choqué, se demandant s'il a vraiment tué un homme nommé Dan Hasson. Un souvenir refait surface de lui buvant joyeusement avec son ami, se rappelant que Dan est mort il y a plus de 10 ans. Il se souvient ensuite s'être tenu au-dessus du corps de son ami, mais croit qu'il n'avait ni motif ni capacité de le faire. Il se rend compte qu'il est revenu dans le passé, au moment où il a été accusé du meurtre de son ami. De retour dans le moment présent, agenouillé devant son père, il ne peut que dire qu'il ne se souvient pas. Le chef de famille entre dans une colère noire, hurlant que sa réponse est totalement inacceptable. Ses 3 frères regardent avec des sourires narquois tandis que leur père débat de le tuer pour apaiser la famille Dan. L'un de ses frères suggère de le paralyser et de l'envoyer vivant pour qu'il s'en occupe. Le frère cadet propose alors d'envoyer Jin sur les lignes de front, citant la demande de l'alliance pour un membre de la famille. Il fait valoir que c'est un bon moyen pour une vie destinée à mourir d'être utile alors que leur père considère silencieusement l'idée. Les autres frères ont l'air contents, réalisant que ce plan leur éviterait également d'avoir à y aller eux-mêmes. Les lignes de front marquent la frontière où l'Alliance Marshall a combattu le culte des démons de sang pendant la Grande Guerre sanglante. Bien que l'Alliance ait arrêté l'invasion du culte, ils n'ont pas pu récupérer les terres occupées, ils ont donc établi un poste de guet. Jin comprend que c'est une excuse parfaite pour que ses frères se débarrassent de lui en utilisant la fausse accusation comme justification. Il reste agenouillé, convaincu que l'un de ses frères et sœurs a dû orchestrer toute la conspiration contre lui. Plus tard dans la nuit, il est assis seul dans une cellule sachant que la décision de son père est la même que dans sa vie passée. En entendant des pas approcher, il renforce sa détermination en pensant que cette fois, il doit obtenir ce dont il a besoin. Une jeune femme, Sun Woo-yonghwa apparaît à sa cellule, son visage marqué d'inquiétude alors qu'elle lui demande s'il va bien. Jin la rassure en lui disant qu'il va bien et lui pose des questions sur elle et elle répond qu'elle croit qu'il est innocent. Il se souvient que dans sa vie précédente, elle ne faisait que pleurer. Alors cette fois, il déclare avec confiance qu'il n'est pas le coupable. La jeune fille est visiblement choquée par sa déclaration d'innocence étonnamment ferme et claire. Elle demande pourquoi il est si certain, alors il explique calmement qu'il n'avait aucune raison de blesser son seul ami et son fiancé. Il révèle qu'ils étaient face à face lorsqu'une épée qu'il ne possédait pas a été retrouvée plantée dans le dos de son ami. Après avoir traité cela, Yan demandera pourquoi il est resté silencieux et ne s'est pas défendu devant leur père. Jin répond simplement qu'aller sur la ligne de front lui semblait un meilleur choix, ce qui ne fait que la confondre davantage. Un souvenir de son enfance traverse son esprit, se rappelant comment il a dû survivre seul après la mort de sa mère.
Son excellente mémoire a fait de lui un prodige, mais il a été forcé d'agir comme un imbécile pour survivre parmi ses frères jaloux. Mais l'acte est devenu une habitude autodestructrice et au moment où il s'en est rendu compte, il était vraiment devenu un imbécile pour tout le monde. Pendant 21 ans, il a été considéré comme un imbécile sans valeur, une honte pour sa famille qui était constamment moquée. Pour changer son destin, il doit quitter la famille et rencontrer son héros, le dragon volant Gal Séolpan sur la ligne de front. Mais il remarque que l'attitude de Yeon a changé. Elle ne le réconforte pas comme elle le faisait dans le passé. Il se demande si sa propre attitude calme est la raison de sa réaction différente cette fois. Juste à ce moment-là, il sent une autre présence et se retourne en réfléchissant avec un halètement soudain, il réalise qu'il observe silencieusement depuis l'ombre. Son père, Sun Wo-jun, se tient à l'extérieur de la cellule, son expression illisible. Jin est surpris car la présence de son père est également différente de ce dont il se souvient. Dans sa vie passée, son père soupirait simplement et partait après l'avoir vu supplier d'être libéré. Mais cette fois, le chef de famille reste sur ses positions et demande à son fils s'il a vraiment été piégé pour le meurtre. Le jeune homme se rend compte que son père a dû entendre sa conversation avec Yeonhwa. L'homme plus âgé admet qu'il a toujours su que Jin agissait comme un imbécile exprès, mais il ne savait pas qu'il voulait partir. Il s'excuse auprès de son fils, se reprochant d'avoir laissé sa vie devenir un tel gâchis. Jin est stupéfait par ces excuses inattendues, car son père l'avait toujours négligé dans le passé. Il se souvient que même son père, le chef de la famille, était fortement influencé par sa belle famille. Il se rend compte que la négligence de son père aurait pu être une manière subtile de le protéger. Son Ho-jun demande ensuite si son fils a des dernières demandes avant d'être renvoyé. Saisissant l'opportunité, Jin demande la permission d'entrer dans la bibliothèque privée du chef pour une seule journée. Son père est surpris par la demande, se demandant pourquoi il voudrait visiter la bibliothèque maintenant. Jin explique qu'il a honte de ne pas connaître les arts martiaux de sa famille et veut apprendre avant de partir. Il se souvient que dans sa vie passée, il ne connaissait rien des arts de sa famille et devait voler des techniques aux autres. S'il pouvait apprendre les 13 épées de Sun Woo, il sait qu'il pourrait progresser beaucoup plus vite cette fois-ci. Son père se moque de l'idée d'apprendre les arts martiaux en une seule journée à partir de livres uniquement. Malgré son scepticisme, le chef de famille ferme les yeux et accepte d'accorder la requête. Le jeune homme est ravi, mais s'arrête lorsque son père ajoute une condition à l'accord. L'homme plus âgé déclare qu'apprendre la cultivation seul est dangereux, alors il lui enseignera directement. Bien que surpris, Jin accepte rapidement et s'assoit en position du lotus comme indiqué. Son père place ses mains sur la porte de la cellule, déclarant qu'il transmettra les arts infinis primordiaux. Il transfère ensuite une énergie brillante dans le dos de Jin tout en récitant l'incantation pour qu'il la mémorise. Le jeune homme est choqué de réaliser qu'on lui enseigne l'art secret que seul le chef et les cheveux peuvent apprendre. Il ressent une sensation étrange, quelque chose dont il devrait être heureux, mais qui semble légèrement bizarre. Alors que son père continue le transfert d'énergie, Jin a du mal à comprendre ce sentiment inconnu. Un moment de calme passe alors qu'il assimile le tournant inattendu des événements. Pendant ce temps, ses frères protestent bruyamment en affirmant que leur père ne devrait pas laisser Jin entrer dans la bibliothèque. Son Ho-jun répond calmement qu'il nuirait à l'honneur de la famille si Jin mourait sans rien savoir. Il déclare fermement que sa décision est finale, laissant ses autres fils stupéfaits et silencieux. Plus tard, Jin se tient seul dans la vaste bibliothèque, reconnaissant que sa demande a été accordée pour une journée. Il joint ses mains avec un sourire, une mystérieuse silhouette fantomatique apparaissant derrière lui. La silhouette demande si une journée est vraiment suffisante et le jeune homme répond avec assurance que c'est amplement suffisant. Son objectif n'est pas d'apprendre les arts en une journée, mais de mémoriser chaque détail avec sa mémoire parfaite. Sa mémoire photographique était autrefois considérée comme un signe de prodige, lui permettant de survivre en imitant ses camarades. Le capitaine Séolpan avait même donné un nom à sa capacité spéciale, l'appelant la technique de la mémoire de scène. Maintenant, assis dans la bibliothèque, il est convaincu qu'il peut absorber toutes les informations et les utiliser à bon escient. Il commence son étude avec les arts infinis primordiaux et la technique ultime de la famille, les 13 épées. Après avoir entassé d'innombrables livres dans sa tête, il s'allonge sur le sol complètement épuisé par l'effort. Il s'avoue qu'il ne comprend pas du tout les 13 épées et décide de sortir prendre l'air. Se sentant mentalement épuisé, le jeune homme sort pour faire une pause bien méritée de ses études intenses. Il s'effondre sur l'herbe à proximité, se demandant s'il ne devrait pas simplement abandonner pour la journée. Allongé sur le sol, il laisse échapper un profond soupir, la fatigue mentale pesant lourdement sur lui. Il reconnaît qu'il ne comprend pas la plupart de ce qu'il a lu, ce qui le fait douter de ses efforts. Soudain, une voix moqueuse familière se fait entendre, se demandant quels arts martiaux il pourrait bien apprendre. Ses frères passent avec plusieurs jeunes femmes ricanant devant sa prétendue paresse. Parmi elles, il y a 2 dames qu'il ne reconnaît pas, dont l'une l'observe avec une curiosité tranquille. Le groupe s'arrête et le regarde de loin alors qu'une des femmes s'enquiert de son identité. Son frère l'introduit avec suffisance comme le jeune frère honteux de la famille, le qualifiant plus de cochon qu'un humain. La jeune femme est surprise d'apprendre qu'il est envoyé au front dès le lendemain. Un frère intervient rapidement,
exhortant la jeune femme estimée à ne pas gaspiller son attention sur lui. Il continue de le rabaisser devant les invités en disant qu'il n'est qu'un cochon qui va payer pour ses crimes. Il reconnaît immédiatement le nom en réalisant qu'elle est la célèbre épéiste de génie, Jus Soyal. Il se souvient avoir entendu dire qu'elle visitait diverses familles pour acquérir de l'expérience, ce qui explique sa présence. Il se relève du sol alors que son plus jeune frère, G, s'approche de lui avec un ricanement. Le frère se moque de lui en demandant comment s'est passé son entraînement et le met au défi de démontrer ses nouvelles compétences. Jin essaie de le repousser, en disant qu'une journée d'entraînement ne fait aucune différence et qu'il devrait se dépêcher de rentrer. Agacé par le rejet, son frère lance un coup de poing soudain avec l'intention de l'humilier. À la surprise générale, Jin attrape le poing sans effort, une faible aura violette brillant autour de sa main. L'attaquant est stupéfait et réduit au silence, complètement choqué que son coup de poing ait été si facilement bloqué. Jin grimace en réalisant à quel point son corps actuel est faible si le simple fait de bloquer un coup de poing lui cause de la douleur. Les autres frères éclatent de rire en se moquant de J pour avoir été arrêté par un cochon et en qualifiant son coup de poing de lent. Humilié et enragé, J se jette en avant en lançant un assaut plus sérieux et rapide. Il porte une série de coups rapides à Jin qui semble encaisser les coups sans riposter. Le jeune homme grimace à cause du déluge de coups endurant la douleur alors qu'il est repoussé. Mais en regardant les mouvements, il remarque que le style d'attaque semble étrangement familier. Un éclair de lucidité le frappe alors qu'il reconnaît le modèle dans les arts martiaux de son frère. Il est certain qu'il s'agit du style de combat unique de la famille sans WO en action. J continue son attaque implacable démontrant inconsciemment les 13 coups de vent. Un large sourire excité se répand sur le visage de Jin alors qu'il réalise l'opportunité, s'exclamant que c'est bien. L'attaquant s'arrête, confus et déconcerté par la réaction bizarre et heureuse de son frère. Jin se rétracte rapidement en disant qu'il s'est mal exprimé, puis provoque son frère pour qu'il se dépêche et attaque davantage. Les spectateurs trouvent cela hilarant et se moquent de J en disant que ses attaques doivent faire du bien à sa cible. Poussé par une rage pure, J hurlé se lance à nouveau en avant tandis que Jin rit, prêt pour plus. La démonstration réelle l'aide enfin à comprendre les mouvements. Il n'a pas pu saisir à partir du manuel seul. Il reconnaît la technique comme étant la vague brise-vent qui utilise les points et conduit au point faible de la cible. Mais il remarque que son frère n'exécute pas correctement les mouvements, laissant une ouverture claire dans sa défense. Avec une poussée d'énergie rose brillante, Jin frappe la poitrine de son frère en atteignant parfaitement le point faible exposé. J titube en arrière en crachant du sang à cause de la contre-attaque inattendue et puissante. Jin prend une profonde inspiration et saute rapidement en arrière pour créer de la distance, son propre corps étant marqué par le bref échange. Le frère aîné ricane, rejetant la victoire comme un simple coup de chance et met Jin au défi de leur montrer à nouveau la technique. Le jeune homme se rend compte qu'il est trop épuisé pour continuer et ne peut pas risquer d'exposer ses limites physiques actuelles. La génie féminine, Ju Seoi, prend la parole, qualifiant le comportement du frère de décevant. Agacé, le frère aîné essaie rapidement de sauver la face, affirmant qu'il était sur le point de s'enquérir de son frère blessé. Alors que ses frères aident le jet tombé, Jin réfléchit à quel point il est pathétique d'avoir été battu par eux pendant si longtemps. Leur fierté blessée, le groupe aide leur frère blessé à se relever et s'éloigne vaincu. Une fois qu'ils sont partis, Jin s'effondre au sol de soulagement sachant qu'il doit améliorer l'état de son corps. Allongé sur l'herbe, il ferme les yeux complètement épuisé par le combat et la journée intense d'études. Il est surpris lorsqu'il ouvre les yeux et trouve son père debout au-dessus de lui, le regardant avec une expression neutre. Le jeune homme se précipite pour s'asseoir en balbutiant une explication pour son comportement apparemment paresseux, mais son père lui dit simplement qu'il a travaillé dur et qu'il a bien fait, offrant un sourire d'approbation rare et doux. Jin est laissé sans voix, touché par les paroles d'éloge inattendues de son père habituellement distant. Le chef de famille révèle alors que sur ses 4 mariages, un seul était de son propre choix. Il admet qu'il croyait autrefois que tout ce qu'il faisait était pour la famille, mais il n'en est plus si sûr. Il demande si son fils a lu le manuel des 13 épées de Sang-Wu et Jin confirme qu'il l'a fait. Le chef de famille dit ensuite qu'il va pratiquer l'escrime et dit à son fils de se reposer avant de rentrer. Il dégaine son épée, une expression sérieuse et concentrée sur son visage alors qu'il se prépare à démontrer les formes. Avec des mouvements rapides et puissants, il exécute gracieusement les techniques d'épée légendaires de la famille. Jin regarde avec admiration, reconnaissant la danse fluide et mortelle comme le son des 13 épées Wu. Le chef de famille répète les formes encore et encore, de la première à la 13e, à chaque fois plus vite que la précédente. Avec une poussée d'énergie rayonnante, il exécute les techniques avec une puissance et une précision incroyables. Le jeune homme réalise avec un élan de gratitude que son père démontre personnellement les formes justes pour lui. De retour à la bibliothèque, il s'assoit au milieu de piles de livres. Maintenant capable de croiser les manuels avec sa mémoire fraîche, il lit les journaux de ses ancêtres, mais constate que même s'ils ont laissé des idées, il ne peut toujours pas pleinement comprendre l'art. Il pose une pile de livres admettant que même les formes de base sont difficiles à comprendre complètement. Alors qu'il ramasse un autre livre, il remarque quelque chose d'étrange sur sa couverture et s'arrête pour regarder de plus près. Il se rend compte qu'un côté de la couverture du livre est nettement plus épais que l'autre. Soigneusement,
il ouvre la couverture épaisse, soupçonnant que quelque chose pourrait être caché à l'intérieur. Comme prévu, il trouve un morceau de parchemin plié caché dans la reliure du livre. Il déplie le papier caché et découvre qu'il contient une explication des formes supplémentaires. En examinant le document, il trouve des illustrations détaillées d'une 14e forme. Retournant le papier, il est stupéfait de trouver également des instructions pour une 15e forme. Un regard de prise de conscience croise son visage alors qu'il fixe les techniques cachées. Plus tard dans la nuit, le domaine familial est calme avec des lumières brillant doucement de l'intérieur des bâtiments. Dans sa chambre, Sunwoo Yeonhwa est assise à sa coiffeuse, arrangeant tranquillement ses cheveux tout en regardant son reflet. Elle laisse échapper un doux soupir, son esprit dérivant vers les événements qui se sont déroulés plus tôt dans la journée. Ses pensées se sont tournées vers le génie en visite, le juge Seo-yeol, et l'agitation qu'elle a causée parmi ses frères. Elle se souvient avoir vu les membres de sa propre famille s'extasier devant l'invité célèbre du pic de l'épée, un cadeau du ciel. De retour dans le présent, elle passe ses mains dans ses cheveux avec frustration, souhaitant être un peu plus forte. Ses servantes entrent en commérant sur la façon dont le 4e maître a été battu et blessé par le 3e jeune maître. Une des servantes ajoute qu'il essayait de se montrer pour Lady Juge et s'est évanoui juste devant elle. Les servantes éclatent de rire à l'histoire humiliante, mais elles sont rapidement réduites au silence par un mouvement soudain. Yeonhwa se lève, ses yeux brillant d'une lumière rouge menaçante alors qu'elle leur demande de répéter ce qu'elles viennent de dire. Terrifiée par son changement soudain de comportement, les servantes confirment nerveusement que l'histoire est vraie. Elle est complètement choquée et furieuse, incapable de croire que Jin oserait faire du mal à leur frère. Pendant ce temps, Juge Swal reçoit un document de son compagnon contenant des informations sur Sunwoo Jin. La géniale épéiste remercie son ami en promettant de la rembourser pour avoir acheté les informations. Son compagnon demande pourquoi elle s'intéresse autant au jeune maître gros et le juge admet qu'elle a été choquée par son physique. La fille aux cheveux bleus acquiesce, notant que ses yeux n'étaient que des fentes enfouies dans la graisse tout en serrant un ours en peluche. L'ours en peluche qu'elle tient semble laisser échapper une bouffée d'air comme pour imiter un ricanement. Juge suggère avec espièglerie que son ami ne s'intéresse qu'à lui parce que Jin ressemble à la poupée au trésor qu'elle porte toujours. Mais son compagnon explique que le mouvement qu'il a utilisé était ordinaire, ce qui l'a rendue curieuse de son passé. Le génie reconnaît la perspicacité de son amie, mais se demande pourquoi elle s'embêterait avec quelqu'un de si faible physiquement. Elle songe que si même leur propre maître ne pouvait pas comprendre la curiosité de son amie, elle n'a aucun espoir de le comprendre. La géniale épéiste trouve fascinant que son compagnon puisse lire avec ses cheveux couvrant ses yeux. La fille aux cheveux bleus déclare simplement que puisqu'elle peut voir les lettres, elle peut les lire. Juge réfléchit attentivement à la coiffure inhabituelle de son amie et se demande si elle devrait suggérer un changement, mais son compagnon plaisante en disant qu'elle pourrait devenir jalouse si Juge recevait plus d'attention qu'elle n'en reçoit déjà. Juge rit, disant qu'elle est heureuse d'avoir une amie qui ne s'intéresse pas au projecteur. La fille répond qu'elle ressent la même chose, appréciant que Juge ne soit pas comme un membre typique de sa célèbre famille. Le lendemain matin, Jin se prépare à partir pour le front avec son père et sa sœur là pour le saluer. Le chef de famille dit à son fils de rester en bonne santé et de faire honneur à leur nom pendant son absence. Jin s'incline respectueusement, promettant qu'il honorera certainement la famille et reviendra les voir. Il se tourne ensuite pour remercier sa sœur d'être sortie si tôt, mais elle dit que c'est tout à fait naturel pour un si long voyage. Yeonhwa tend alors un paquet soigneusement emballé à emporter pour son voyage. Il prend le paquet et demande ce qu'il y a à l'intérieur et elle explique qu'elle a préparé des boules de riz à manger pour lui. Il demande si elle les a faites elle-même et elle le confirme, bien qu'elle admette qu'elle ne peut pas garantir le goût. Le jeune homme sourit chaleureusement en la remerciant et en disant qu'il les appréciera, l'appelant la seule qu'il est. Ses adieux étant faits, il monte à cheval, prêt à commencer son voyage vers le front. Son père et sa sœur regardent en silence pendant que lui et ses escortes sortent du domaine familial. Quelque temps plus tard, le groupe se ferait un chemin à travers un sentier forestier dense en direction de sa destination. Soudain, Jin tire sur les rênes, arrêtant brusquement son cheval et surprenant les gardes derrière lui. Un des hommes s'enquiert de l'arrêt soudain, mais Jin déclare simplement qu'il n'est pas encore temps de se reposer. Il observe le chef du groupe, Jang Gangson, remarquant que l'homme semble inquiet de ce qu'il pourrait causer des ennuis. Le jeune homme annonce calmement aux escortes stupéfaites qu'il a l'intention de courir le reste du chemin jusqu'au Yunnan. Il précise qu'il fait cela non seulement pour s'entraîner, mais aussi pour perdre du poids. Les gardes sont incrédules, lui rappelant la longue distance et sa condition physique actuelle. Le chef soupire, comprenant sa détermination mais s'inquiétant des pertes qu'ils subiront en raison du contrat. Voyant leur hésitation, Jin demanda au chef ce qu'il pensait du cheval qui lui avait été donné pour le voyage. L'homme convient que c'est un très bon cheval, mais il ne sait pas où le jeune homme veut en venir. Jin propose ensuite de donner le précieux cheval aux escortes, ce qui laisse le chef momentanément sans voix. Les autres gardes commencent immédiatement à chuchoter, réalisant qu'un cheval comme celui-là vaudrait une somme importante. Ils s'attendaient à ce qu'ils essaient d'en profiter, mais leur avidité est encore un peu décevante à voir. Le chef, cependant, soupire et décide d'être honnête avec le jeune maître. Il explique que pour un cheval de cette qualité,
le prix serait bien trop élevé pour qu'il l'accepte comme simple honoraire. Surpris par cette honnêteté inattendue, Jin s'excuse d'avoir mal jugé le guerrier et loue son caractère. L'homme essaie maladroitement de minimiser le compliment, admettant qu'il est bien conscient de la grande valeur du cheval. Il ajoute qu'il craint également que sa propre détermination ne s'affaiblisse s'il devait garder un si bel animal pour lui. Jin propose qu'il considère cela comme un échange mutuellement avantageux, demandant quelques commodités en échange du cheval. Le chef regarde le jeune maître avec un nouveau respect, réalisant qu'il est complètement différent des rumeurs. Il accepte les conditions, serrant la main de Jin et promettant qu'ils feront de leur mieux pour s'adapter à lui. Et ainsi commença sa longue course, un voyage qui prendrait 3 jours à cheval mais beaucoup plus longtemps à pied. Il sait que cette tâche éreintante sera difficile, mais il est convaincu que ce sera la nourriture de sa renaissance avec une détermination sombre. Il jure que dans cette vie, il sera différent quoi qu'il en coûte. Le voyage s'avère rapidement trop difficile pour son corps inapte et il tombe bientôt malade à cause de l'effort. Ses accompagnateurs se précipitent à ses côtés, craignant qu'il ne cherche une excuse pour éviter d'aller au front. Mais il écarte leurs inquiétudes, essuie sa bouche et déclare qu'il s'est suffisamment reposé et qu'il est prêt à partir. Peu de temps après, il est allongé sur le dos, complètement épuisé, sous le regard de ses accompagnateurs. Les hommes n'en reviennent pas de voir à quel point courir semble difficile pour lui, alors qu'ils se tiennent autour avec leurs chevaux. Il n'a même pas tenu 30 minutes, et maintenant il se sent trop faible pour bouger un seul doigt. Il sent un tissu essuyer doucement la sueur de son visage et lève les yeux, confus. Une jeune femme aux cheveux bleus lui offre un mouchoir en lui disant d'essuyer sa sueur. Il est surpris de la voir, la reconnaissant comme la jeune demoiselle Cheong-yeon et se sentant embarrassé par son état. La jeune fille est surprise qu'il connaisse son nom, alors il explique que sa mémoire lui a permis de s'en souvenir de la veille. Elle lui dit de garder le mouchoir car elle en a plusieurs autres et le place dans sa main. Alors qu'il tient le tissu contre son visage, il ne sait pas comment réagir à sa gentillesse inattendue. Elle lui offre ensuite un petit sourire et quelques mots d'encouragement, disant qu'elle l'encouragera. La jeune femme se retourne et s'éloigne, le laissant aux accompagnateurs pour continuer leur voyage. Les gardes sont étonnés et envieux qu'il ait reçu un mouchoir d'une si charmante jeune femme. Il ressent une vague de fierté même s'il soupçonne que sa gentillesse n'était pas destinée à être romantique. Se sentant revigoré par les encouragements, il se lève d'un bond et exhorte les hommes à continuer leur course. Mais son nouvel enthousiasme est de courte durée et il s'effondre à nouveau, retombant malade une fois de plus. Voyant son état, les hommes décident que c'est le bon moment pour s'arrêter et manger avant de continuer. Il salive à l'idée de la nourriture, réalisant qu'il mangera beaucoup en plein air pendant ce voyage. Plus tard dans la soirée, le groupe installe un feu de camp dans les bois, préparant leur repas pour la nuit. Jin s'approche des hommes et leur demande s'ils pourraient avoir aussi de leur nourriture. Le chef accepte, mais demande curieusement pourquoi il ne mange pas le repas que sa sœur a préparé pour lui. Avec un rire méprisant, il déclare sans embâche que la cuisine de sa sœur n'est pas digne d'être consommée par des humains. Les hommes éclatent de rire, convenant qu'il serait injuste qu'une belle dame d'une famille prestigieuse puisse aussi bien cuisiner. L'un des gardes plaisante sur son franc-parler, mais le sourire de Jin s'estompe alors qu'une soudaine prise de conscience l'envahit. Il serre le poing, une expression sombre sur son visage alors qu'il assimile une nouvelle pensée troublante. Au loin, il imagine de petits animaux et des oiseaux qui auraient pu manger les boules de riz jetées. La scène dans son esprit devient sombre alors que les créatures gisent sans vie sur le sol, confirmant ses craintes. Il se souvient de la façon dont sa sœur Yeonhwa a agi différemment cette fois-ci par rapport à sa vie passée. Dans sa vie précédente, elle était sa seule famille et il trouvait du réconfort dans ses yeux inquiets. Mais maintenant, il se souvient de la haine et du mépris inexplicable qu'il avait autrefois écarté comme son imagination. Il comprend enfin que son passé insensé n'avait pas réussi à voir la vérité juste devant lui. Depuis le tout début, sa sœur n'a jamais été de son côté et elle a peut-être même été impliquée dans le meurtre de son ami. Il ressent un pincement de perte en réalisant qu'au moment où il a gagné la confiance de son père, il a maintenant perdu sa sœur. Se relevant avec un objectif renouvelé, il dit aux hommes qu'il est prêt à poursuivre leur entraînement. Avec un sourire poli, il demande s'il peut emprunter l'une de leurs lames pour son entraînement. Le reste du voyage est devenu une séance d'entraînement continue et épuisante pour le jeune homme. Il courait pendant qu'il voyageait, balançait sa lame pendant qu'il se reposait et se poussait à ses limites absolues. Il a même pratiqué ses méthodes de cultivation avec moins de sommeil, déterminé à ne pas perdre un seul instant. Il sait que les lignes de front sont un piège mortel, il n'a donc pas d'autre choix que de se pousser à la limite absolue. Le chef de son groupe d'escorte admet qu'il n'a jamais vu quelqu'un s'entraîner aussi férocement que le jeune maître. Il avoue qu'au début, il ne pensait pas que Jin durerait longtemps, mais maintenant il a honte de son jugement initial. Le jeune homme se contente de sourire, expliquant qu'il se débat simplement parce qu'il ne veut pas mourir. Soudain, il trébuche et tombe au sol, une vague de vertige l'envahissant à cause de l'entraînement intense. Les escortes dégainent immédiatement leurs armes, sentant le danger et demandant qui est là. Un groupe d'hommes à l'air brutal sort des arbres en se moquant d'eux pour s'attendre à un protocole dans un combat. Ils sont entourés d'un grand groupe de bandits qui leur ordonnent de déposer leurs armes et de se rendre. Le chef des bandits, un grand homme avec une hache à double tranchant, menace de leur fendre la tête en deux.
Le chef de l'escorte est choqué en reconnaissant l'homme comme McGulsam, le chef tristement célèbre du gang du Tigre Vert. Il murmure rapidement à Jin de prendre le cheval et de s'enfuir si une bagarre éclate. Jin se souvient avoir entendu parler du chef des bandits, connu pour être un artiste martial correctement formé. Le chef de l'escorte s'avance et salue respectueusement le bandit, reconnaissant sa réputation. Il propose de payer un péage dans l'espoir de résoudre la situation pacifiquement par le dialogue au lieu de la violence. Le chef des bandits convient qu'un péage semble être une bonne idée, puis déclare que leur péage est tout ce qu'ils possèdent. Alors que ces hommes rient, le chef de l'escorte exhorte désespérément Jin à monter sur le cheval et à s'échapper. Mais le jeune homme reste campé sur ses positions, exigeant avec colère de savoir comment ils osent attaquer le troisième fils de la famille Sunwoo. Le chef des bandits le regarde, surpris d'apprendre qu'il est issu d'une famille aussi prestigieuse. Le chef des bandits se contente de railler, non réprimé par le nom de famille et clairement pas intimidé. Avec une attitude confiante, Jin et ses escortes se préparent à l'inévitable confrontation avec le gang du Tigre Vert. Le chef des bandits l'accuse d'essayer de les tromper, mais Jin insiste nerveusement sur le fait qu'il est de la famille Sunwoo. Pour prouver son identité, il sort un médaillon familial en or le montrant comme preuve de sa lignée. Le chef exige qu'il jette le médaillon pour inspection, refusant de s'approcher davantage. L'une des escortes l'avertit de ne pas s'approcher, craignant que ce ne soit un piège, mais le bandit menace d'attaquer s'il ne se conforme pas. Jin accepte à contre-cœur de le jeter, mais il insiste sur le fait que le bandit doit le rendre après avoir vérifié son authenticité. Il lance le médaillon dans les airs et le chef des bandits tend la main pour l'attraper. L'homme attrape l'objet en or, un regard de triomphe sur son visage alors qu'il se prépare à l'inspecter. Mais alors qu'il baisse les yeux, Jin se précipite en avant avec une vitesse incroyable, son épée dégainée est prête à frapper. Il déclenche une attaque puissante, prenant le chef des bandits complètement au dépourvu par l'embuscade soudaine. Le chef des bandits halète de douleur alors que la lame le tranche, incapable de réagir à temps. Ces hommes et les escortes regardent dans un silence stupéfait alors que leur chef est blessé en un clin d'œil. Réalisant que c'est un piège, les bandits dégainent rapidement leurs propres épées et se précipitent pour attaquer. Mais Jin est prêt pour eux, ses mains fermes sur la poignée de son épée alors qu'ils se préparent au combat. Ils rencontrent leur charge de front, déviant leurs attaques avec une expression calme et concentrée. Avec une rafale de mouvements rapides et précis, il traverse les bandits en charge avec aisance. Sa lame brille d'une faible aura rose alors qu'il se fraye un chemin de destruction à travers les rangs ennemis. Le chef de l'escorte, voyant son jeune maître à l'œuvre, rallie ses hommes pour qu'ils chargent et le soutiennent. Les bandits restants, terrifiés par son habileté écrasante, commencent à paniquer et tentent de fuir. Il se tient victorieux, le dos tourné aux hommes en fuite, un sentiment de justice l'envahissant. Il serre son épée tachée de sang, sentant son corps et son âme enfin synchronisés après si longtemps. Il ressent une profonde satisfaction. Se réjouissant de l'atmosphère familière du champ de bataille, il se tient parmi les bandits tombés, le seul encore debout à part ses escortes étonnées. Mais au moment où l'adrénaline retombe, il s'effondre au sol, complètement épuisé par le combat. Ses escortes se sont précipitées à ses côtés, le regardant avec un mélange d'admiration et d'inquiétude. Le chef lui demande s'il est un ancien rajeuni, incapable de croire qu'un jeune maître puisse posséder une telle compétence. Jin rit de la question, soulignant qu'aucun ancien rajeuni ne s'effondrerait d'épuisement après un seul combat. Le chef acquiesce, mais note qu'il est tout de même impressionnant pour quelqu'un d'aussi jeune de tuer sans hésitation. Il ajoute qu'il est encore plus étrange de le voir se reposer si confortablement dans un endroit rempli de corps. Il mentionne ensuite avoir vu ça briller, se demandant si cela pourrait avoir été l'épée légendaire Kai. Les hommes sont stupéfaits d'apprendre qu'il a utilisé les célèbres 13 épées sans hu, une technique d'épée fantôme prestigieuse. Le chef est impressionné par la puissance d'une technique de second ordre d'une famille aussi réputée. Il a honte de ses propres 20 années d'énergie accumulée, alors Jin lui demande quelle méthode de cultivation il utilise. L'homme admet qu'il ne connaît que la méthode de cultivation des 6 harmonies, car c'est tout ce qu'il a pu obtenir. Jin la reconnaît comme une méthode courante de 3e ordre que l'on peut facilement trouver sur n'importe quel marché. Il surprend ensuite l'homme en disant que construire 20 ans d'énergie avec une méthode aussi basique est en fait assez impressionnant. Le chef appelle ses hommes à se mettre en route, son expression étant un mélange d'embarras et de détermination renouvelée. Jin les observe, voyant un reflet de son passé dans un homme dont les efforts n'ont pas été récompensés par manque de ressources. Les hommes mènent leurs chevaux, leur respect pour le jeune maître ayant immensément grandi après la bataille. Le jeune guerrier est assis en contemplation silencieuse, un nouveau plan se formant dans son esprit alors qu'il se prépare à partir. Après des jours de course et d'entraînement continu, le groupe arrive enfin à l'entrée de la province du Yunnan. Enfin, après 9 longs jours de voyage, le groupe arrive dans une auberge correcte. Au grand soulagement de tous, Jin offre généreusement de payer une tournée de boissons pour célébrer leur dernier jour ensemble en tant que groupe. Les hommes applaudissent en le louant pour sa générosité et en réaffirmant leur foi en lui. Il sourit, heureux de partager un dernier repas avec les hommes qui l'ont accompagné dans son difficile voyage. Plus tard, ils sont tous assis autour d'une table, partageant des boissons et des histoires de leur voyage.
Un des guerriers mentionne qu'il prévoit de rentrer chez lui auprès de sa femme et de ses enfants une fois ce travail terminé. Un autre homme le taquine en disant que les guerriers errants ne devraient pas avoir de famille pour les retenir. Alors qu'il plaisante, l'aubergiste annonce l'arrivée d'une belle jeune femme. Jin et les autres se tournent pour voir de qui il s'agit et l'un des hommes la reconnaît de leur voyage. La jeune femme, Cheong-in, entre dans l'auberge, son expression calme et posée comme toujours. Elle regarde autour de la pièce, ses yeux croisant brièvement ceux des hommes à la table. L'escorte la reconnaît immédiatement comme la gentille dame qui a offert un mouchoir à Jin sur la route. Un des hommes pousse Jin avec enthousiasme, soulignant que la jeune femme Cheong-in est arrivée. Il se lève et fait signe avec enthousiasme en l'appelant et en remarquant la coïncidence de leur rencontre. Il l'invite avec empressement à se joindre à eux à leur table, dégageant une place pour qu'elle s'asseye. Il rit ensuite nerveusement en réalisant qu'elle a déjà pris place avant même qu'il ait fini son invitation. Les hommes l'accueillent chaleureusement en lui offrant une boisson et en lui demandant si elle aimerait commander de la nourriture. Elle refuse poliment la nourriture pour l'instant, son expression pensive comme si elle réfléchissait à quelque chose. Puis, à la surprise générale, elle annonce qu'elle pense également se porter volontaire pour les lignes de front. Jin est complètement stupéfait par sa déclaration, incapable de croire ce qu'il vient d'entendre. La jeune femme se couvre la bouche en essayant de trouver les mots justes pour expliquer sa soudaine décision. Jin a du mal à le croire, sachant que même les guerriers renommés hésitent à aller dans un endroit aussi dangereux. Il lui demande directement pourquoi elle voudrait se porter volontaire pour les lignes de front, mais elle reste silencieuse et change de sujet. Il remarque qu'elle semble avoir perdu beaucoup de poids depuis leur dernière rencontre. Il rit et explique que c'est parce qu'il s'est entraîné et elle convient qu'il est devenu assez mince. Un des escortes intervient en louant le jeune maître pour son incroyable travail acharné pendant leur voyage. Il ajoute que depuis qu'il a perdu du poids, le jeune maître est devenu très beau et Jin est fièrement d'accord. La jeune femme s'excuse ensuite en disant qu'elle doit sortir un instant et quitte la table. Elle s'éloigne du groupe, son expression illisible alors qu'elle se dirige vers une partie plus calme de l'auberge. Les hommes à la table reprennent leur conversation joyeuse, invitant Jin à prendre un autre verre. Il accepte volontiers en appréciant la camaraderie et le bref moment de détente après leur long voyage. Seule dans une clairière tranquille à l'extérieur, la jeune femme laisse échapper un soupir de soulagement, enfin capable d'être seule. Elle admet tranquillement à elle-même qu'elle trouvait l'apparence amincie du jeune maître plutôt mignonne. Son nouveau look lui rappelait sa poupée précieuse, un petit ours en peluche qu'elle appelle Dumpling. Elle se souvient du mouvement impressionnant qu'il a utilisé contre les bandits et des détails intrigants qu'elle a appris sur son passé. Toutes ces choses avaient stimulé sa curiosité l'attirant vers lui d'une manière à laquelle elle ne s'attendait pas. Elle se souvient aussi de son apparence dandinante et de son manque d'endurance presque irréaliste. Elle sentait qu'elle ne pouvait pas simplement le laisser se faire tuer par les démons du culte du sang. Il était de son devoir, en tant que témoin de sa gentillesse cachée, de le protéger des dangers à venir. C'était la vraie raison pour laquelle elle l'avait suivi jusqu'à cette auberge, mais elle a du mal à trouver la bonne façon de lui dire. Elle décide que puisqu'il n'est plus faible, il n'y a plus de raison pour elle d'aller sur les lignes de front. Avec sa décision prise, elle prévoit de rentrer chez elle le lendemain. Sa mission de le protéger maintenant accomplie. Mais alors qu'elle marche dans les bois, un bruit soudain la surprend et elle pousse un cri terrifié. Elle sort une épée fine, son corps tendu alors qu'elle appelle frénétiquement à l'aide. Une force invisible la dépasse et elle tombe au sol se demandant quel genre de monstre cela pourrait être. Une massive silhouette sombre avec une aura rouge se dresse au-dessus d'elle, sa forme musclée promettant un combat mortel. La créature attaque avec une vitesse incroyable et elle réalise avec un choc de peur qu'elle n'a pas l'intention de se défendre. Voyant une ouverture, elle serre sa sur son épée se préparant à mettre fin au combat d'un seul coup décisif. Elle déchaîne une puissante rafale de coups, sa lame brillant d'une énergie bleue vive alors qu'elle fend l'air. À sa grande surprise, la créature dévie facilement son attaque à main nue, complètement indemne. La silhouette sombre bondit dans les airs, son corps irradiant une énergie sombre et menaçante alors qu'elle se prépare à frapper. Elle atterrit un coup puissant l'envoyant voler en arrière avec un cri de douleur. La créature déchaîne ensuite une étrange vague d'énergie en expansion la forçant à se préparer à l'impact. Elle parvient à bloquer l'attaque, mais la force du coup l'envoie quand même déraper sur le sol. Alors que la poussière retombe, elle lève les yeux avec incrédulité se demandant à quel genre de monstre elle est confrontée. La forme sombre de la créature se dissipe révélant un homme musclé avec une étrange bouche recousue. Il laisse échapper un cri primal et charge à nouveau, ses yeux brillant d'une lumière rouge menaçante. Elle prépare son épée bleue brillante se préparant à affronter son assaut féroce avec son propre pouvoir. Elle déchaîne une série de coups rapides, mais l'homme part facilement chacun d'eux à main nue. Elle est complètement stupéfaite, son bras tremblant de la force de ses blocages, incapable de comprendre son immense puissance. Soudain, un des gardes qui montait la garde se précipite en arrière en criant au sujet de l'agitation. Il essaie d'intervenir, mais l'homme musclé attrape la jeune femme et l'utilise comme bouclier. L'épée du garde se brise contre la peau incroyablement dure de la créature, l'impact lui secouant le bras. Il fixe sa lame brisée avec incrédulité, stupéfait par la durabilité non naturelle de l'homme. La créature attaque ensuite brutalement l'escorte qui est maintenant sans défense contre la puissante agression.
Elle saisit la jeune femme par derrière, sa main massive lui couvrant la bouche pour étouffer ses cris. Avec une prise cruelle, elle la force à regarder alors qu'elle s'apprête à achever le garde tombé. La créature laisse échapper un rire sinistre, ses yeux brillant d'une lumière rouge terrifiante alors qu'elle savoure l'instant. La jeune femme regarde avec horreur, ses yeux grands ouverts de peur alors qu'elle est retenue captive par le monstre. Juste au moment où la créature est sur le point de frapper, un éclair de lumière traverse l'air et la frappe directement dans la poitrine. Le puissant coup envoie la créature tituber en arrière, sa tête se renversant sous la force de l'impact. Jin et les autres escortes arrivent juste à temps et ils se précipitent aux côtés de la jeune femme pour voir si elle va bien. Un des hommes crie d'angoisse en voyant que son camarade d'escorte Yang Jia a été tué dans le combat. Jin dit à tout le monde de rentrer à l'intérieur de l'auberge, mais les hommes hésitent à abandonner leur camarade tombé. La créature laisse échapper un autre cri de rage et charge vers le groupe avec une férocité renouvelée. Jin tire rapidement la jeune femme derrière lui, la protégeant de l'attaque implacable du monstre. Il rencontre la charge de la créature de front, leurs lames s'entrechoquant dans une pluie d'étincelles et d'énergie rouge. Il crie à tout le monde de rentrer à l'intérieur de l'auberge, son expression étant sombre alors qu'il reconnaît l'ennemi redoutable. La jeune femme, toujours sous le choc, regarde sa manche déchirée, un sombre rappel de la façon dont elle a frôlé la mort. Elle fixe le monstre avec un mélange de peur et de confusion, essayant de comprendre la situation cauchemardesque. La jeune femme regarde avec une terreur aux yeux écarquillés, complètement paralysée par l'attaque soudaine et brutale. Le monstre attaque avec une puissante entaille rouge, mais Jin bouge rapidement pour protéger la jeune femme du coup. Il laisse échapper un rugissement furieux, son corps musclé brillant d'une énergie sombre et menaçante. Jin tire la fille vers le sol, lui couvrant la bouche et lui faisant signe de rester complètement silencieuse. La créature se dresse au-dessus d'eux, son aura sombre pulsant alors qu'elle scannait lentement les environs immédiats. Il remarque alors que l'homme étrange a gardé les yeux fermés pendant tout ce temps. La jeune femme réalise avec une horreur naissante que la vision du monstre doit être gravement altérée. Elle s'accroche à lui avec peur en lui demandant s'il va bien alors que la créature se tient menaçante à proximité. Un large sourire terrifiant se répand sur le visage du monstre, sa bouche cousue s'étirant. Il se tourne soudainement et se précipite vers l'auberge et Jin réalise que les autres personnes sont en grave danger. À l'intérieur, l'auberge est dans un chaos complet alors que le monstre attaque et qu'un enfant a été pris dans le combat. Une des escortes gît morte sur le sol alors que les clients crient de terreur en l'appelant un monstre. Jin et la fille regardent avec horreur alors que la créature cible un autre de ses hommes. Le monstre se déchaîne dans la pièce, abattant tous ceux qui se dressent sur son chemin. Il saisit l'épée d'un garde à main nue et l'homme le fixe avec choc en se demandant d'où elle vient. Le garde terrifié tremble en implorant pour sa vie alors que la prise de la créature se resserre. Juste au moment où le monstre lève sa main pour un coup final, Jin bondit en avant pour intervenir. Il bloque l'attaque, envoyant le garde voler en arrière en sécurité tout en confrontant la créature directement. Le chef d'escorte lui dit de se retirer, mais Jin crie à tout le monde de se taire, restant sur ses positions. Les autres gardes paniquent, l'un appelant les autorités tandis qu'un autre crie pour être sauvé. Le jeune guerrier sait que c'est une situation terrible et qu'ils doivent faire taire le monstre d'une manière ou d'une autre. La créature déclare que personne ne survivra à la nuit alors qu'elle s'accroupit au milieu des débris. Le chef d'escorte regarde avec terreur en réalisant que le monstre se prépare à les attaquer à nouveau. Dans un geste désespéré, Jin court soudainement à travers la pièce en poussant un grand cri pour attirer son attention. Il saisit rapidement le bord d'une grande nappe en la tirant de toutes ses forces. Avec une puissante levée, il retourne toute la table en voyant des plats s'écraser sur le sol avec un bruit fort. Enragé par le son, le monstre tourne la tête et crie à tout le monde de se taire. Maintenant qu'il a toute son attention, Jin se tient prêt à affronter la créature au milieu de la pièce. Ses escortes regardent nerveusement, incertaines de ce que le jeune maître prévoit de faire. La jeune femme regarde la scène se dérouler, son expression étant un mélange d'inquiétude et de curiosité. Jin se tient à côté d'un petit tabouret, son regard fixé sur son adversaire aveugle et puissant. Il place sa main fermement sur le siège en bois, évaluant son poids et sa position. Avec un coup de pied rapide, il envoie le tabouret glisser sur le sol dans la direction opposée. Le monstre tourne immédiatement la tête, ses sens traquant le son du tabouret en mouvement. Le chef d'escorte couvre rapidement la bouche de son compagnon, comprenant le besoin d'un silence absolu. L'homme paniqué se débat pendant un moment, ses yeux grands ouverts de peur avant de réaliser le plan. Jin regarde autour de lui désespérément à la recherche d'un autre objet qu'il peut utiliser pour créer une distraction. Soudain, la jeune femme bondit haut dans les airs, son corps brillant d'une aura bleue éclatante. Elle donne un puissant coup de pied directement sur le côté de la tête du monstre, l'impact résonnant à travers l'auberge. Après avoir porté le coup, elle s'éloigne gracieusement, créant une distance avec la créature stupéfaite. Elle atterrit dans une position accroupie basse sur le sol, ses yeux fixés sur son adversaire alors qu'elle se prépare à sa réaction. La jeune femme se précipite en avant, ses yeux remplis d'une détermination farouche et inébranlable. Elle déchaîne une série d'entailles rapides, sa lame brillante se déplaçant trop vite pour que la créature puisse la bloquer. Alors qu'elle se bat, elle crie à Jin l'exhortant à expliquer rapidement la situation aux autres. Il crie que le monstre n'identifie les gens que par le son,
disant à tout le monde d'être complètement silencieux. Les escortes terrifiées se couvrent immédiatement la bouche, essayant de ne même pas respirer trop fort. Jin sait que le simple fait de rester silencieux ne suffira pas à vaincre un ennemi aussi puissant. Il avertit que si la créature ne peut pas entendre, elle commencera à utiliser son odorat pour les traquer. Pour contrer cela, il doit agir en premier et trouver un moyen d'attirer correctement l'attention du monstre. Il aperçoit un bol rempli de ficelles de pièces, réalisant que c'est l'outil parfait pour son plan. Il sait qu'il doit agir rapidement pendant que la créature est encore distraite par l'agression de la jeune femme. Elle regarde avec surprise momentanément confuse par ce que fait le jeune guerrier. Il tient une bouteille d'alcool et de la nourriture en mettant un doigt sur ses lèvres pour signaler son silence. La scène est une impasse tendue avec la jeune femme qui occupe le monstre pendant que Jin prépare son piège. Son plan est d'abord d'attirer l'attention de la créature en utilisant le son des pièces. Il jette les ficelles de pièces s'attendant à ce que les sons simultanés déroutent le monstre et l'immobilisent. Pendant qu'il est désorienté par le bruit, il aura alors une chance de s'en approcher sans être détecté. Alors que les pièces s'entrechoquent, le monstre s'arrête et se tourne, essayant de localiser la source du son. Une escorte regarde avec choc alors qu'un morceau de poterie se brise sur le sol à proximité à cause de l'agitation. Le plan fonctionne parfaitement, et Jin parvient à se placer juste derrière la créature distraite sans un bruit. Il sait qu'il ne peut se permettre la moindre erreur, car un seul contact avec le monstre serait fatal. Il pose délicatement ses mains sur le cou de la créature, retenant son souffle tandis qu'il se met en position. Mais à ce moment critique, un hoquet sonore s'échappe de sa bouche, brisant le silence tendu. Le son résonne dans la pièce, et même l'un des gardes terrifiés hoquette de panique. L'oreille du monstre tressaille alors qu'il se concentre instantanément sur le bruit soudain, son corps se contractant. Il tourne lentement la tête pour lui faire face, et le jeune guerrier se fige, les yeux grands ouverts, remplis de terreur. Son cœur bat la chamade alors qu'il réalise que son plan soigneusement élaboré vient de terriblement mal tourner. La créature se penche, reniflant l'air alors qu'elle commence à utiliser son nez pour déterminer son emplacement exact. D'accord, c'est la fin de l'histoire. Merci d'avoir regardé. À la prochaine.